Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'École supérieure des métiers de Muret. Particules fines, NOx, normes européennes et véhicules truqués, on ne sait plus où donner de la tête. Ce podcast est là pour vous aider et comprendre le scandale industriel et sanitaire lié à l'utilisation des véhicules thermiques, essence et diesel. Au sommaire aujourd'hui, le début de l'affaire Dieselgate. Volkswagen a admis avoir truqué 11 millions de véhicules pour tromper les tests de pollution. Après le scandale chez Volkswagen, Renault se retrouve dans la tourmente, y a-t-il eu une tromperie? Alors nous allons voir que cette affaire a commencé avec le groupe Audi Volkswagen, mais que d'autres constructeurs sont impliqués. Et aussi nous allons constater l'évolution de l'opinion publique suite aux révélations qui a eu lieu. Ensuite, en seconde partie, nous allons voir comment les normes anti-pollution ont évolué. Quasiment neuve et elle émet sur route 9 fois plus de NOx que la norme européenne. Comment vous expliquez ces écarts? Les constructeurs font tester leurs voitures comme le prévoit le règlement européen en laboratoire. Vitesse moyenne, 33 km/h. Température, 20 à 30 degrés. Climatisation et ordinateur de bord coupés. Bien loin des conditions réelles. Effectivement, bien loin de la réalité. Et en dernière partie, nous allons aborder les polluants ainsi que les moyens mis en place par les constructeurs pour les traiter. Est-ce qu'on peut se mettre tous les deux derrière le pot d'échappement? Moi, je me mets là, je fais ça, et vous me dites que ça, ce qui sort d'ici, c'est plus pur que l'air que je respire en ville. Vous êtes en train Vous de voulez, faire... vous voulez que je fasse une expérience? Les particules, ce sont des toutes petites molécules qui vont jusque dans notre poumon. Et comme elles sont toutes petites, elles font comme l'oxygène. Elles passent. Allez, il y a pas mal de sujets à étudier, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. C'est parti! Bonjour, je suis Martin Marquez Velasco, formateur en mécanique automobile, et je suis très heureux de vous présenter ce podcast. Alors, on va parler de l'affaire Dieselgate. En fait, c'est l'affaire Volkswagen qui a commencé il y a 6 ans, donc c'était en 2015. Donc, ça avait fait pas mal de débats, donc toutes les chaînes d'infos en parlaient. Donc ça a commencé en fait aux États-Unis. Donc il faut savoir que le Volkswagen maintenant c'est le leader mondial de vente de véhicules neufs. Et c'est vrai qu'il commençait à prendre une place de marché assez importante aux États-Unis et il y a eu des tests faits là-bas et ils ont trouvé une anomalie au niveau des rejets polluants. D'accord. Donc en fait le groupe a dénombré près de 11 millions de véhicules trafiqués pour passer les normes anti-pollution. Et ces normes anti-pollution, en fait, c'est des normes d'homologation pour que les constructeurs puissent vendre leurs véhicules sur le marché. D'accord. Donc en fait, ils ont trafiqué leurs véhicules. Comme ça, les Volkswagen passaient les normes d'homologation et pouvaient vendre son véhicule malgré les rejets polluants qui étaient hors limite. Bon, du coup, ça a suscité ça a suscité une prise de conscience à propos des niveaux d'émissions polluantes émis par surtout les véhicules diesel, parce que c'était surtout les véhicules diesel. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas que Volkswagen qui était en cause, mais c'était en fait presque tous les constructeurs. Donc les grands noms de constructeurs comme Renault, Peugeot, Citroën, Volvo, Jeep, Hyundai, Fiat, etc. Voilà, tous ces constructeurs, en fait, eux aussi ont triché, ont truqué leurs véhicules pour passer les normes d'homologation, les normes anti-pollution. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, on va parler de Volkswagen parce que c'est quand même le constructeur qui a le plus fraudulé, on va dire. Les États-Unis ont demandé une amende de 20 milliards de dollars au groupe. Donc en fait, ils ont dû dédommager chaque client qui possédait une voiture de la marque. Ouais, donc ça c'est estimé à 20 milliards de dollars à peu près. Et en Europe, par contre, les usagers n'ont pas eu de dédommagement. Ils ont juste eu un rappel du constructeur pour remettre le véhicule en état. En fait, c'est un logiciel qui est balancé dans le calculateur et qui remet le véhicule, qui baisse la puissance du véhicule. Et comme ça, le véhicule retrouve des rejets polluants dans les normes. Hein, mais ils n'ont pas eu de dédommagement financier. Voilà. C'était juste un rappel constructeur pour le marché européen. Et du coup, l'opinion publique a vachement évolué. Voilà, les acheteurs de véhicules neufs, maintenant, au lieu d'acheter du diesel, ils vont acheter de l'essence, ou bien de l'hybride essence, ou alors des véhicules électriques. Hein, donc on a vu en 2010, on comptait à peu près 60% de véhicules
neufs, donc 60% de véhicules vendus neufs avec un moteur diesel. Aujourd'hui, les véhicules neufs moteurs diesel, ils se comptent à peu près à 35-40% de véhicules vendus. Le reste, c'est essence, hybride et électrique. Donc il y a une chute de 30% en fait qui a été faite suite à l'affaire du Dieselgate. En plus de ça, les normes européennes ont sévérisé les procédures pour contrôler les rejets polluants. Donc ça, on va voir tout ça après. Et du coup, forcément, les constructeurs, ils sont obligés de s'adapter. Et forcément, ils vendent moins de diesel. Et plus tard, peut-être que ça sera que de l'essence ou de l'hybride essence. Allez, maintenant on va parler des normes d'homologation, donc les normes anti-pollution. Donc il faut savoir qu'ici en France, on est soumis à la norme européenne. Donc ça a commencé en 1991 avec la norme Euro 1. Et aujourd'hui, en 2021, on est à la norme Euro 6.d. Donc il faut savoir que les constructeurs sont obligés de passer par cette norme, parce que comme je disais auparavant, c'est une norme d'homologation. Et pour pouvoir vendre leur voiture, il faut qu'ils puissent respecter les rejets définis suivant les normes, si on a la norme Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, et aujourd'hui donc on a Euro 6.d. Donc en fait chaque norme, donc suivant si c'est la Euro 1, etc., elles définissent des rejets de polluants maximales à ne pas dépasser. Donc des polluants, il y en a plusieurs, hein, on verra après à la suite du podcast. Et si les constructeurs dépassent ces rejets avec le véhicule testé, ils ne peuvent pas vendre leur véhicule. Donc en fait, comment c'est testé? Jusqu'en 2018, il y avait une procédure qui s'appelait la procédure NEDC, donc c'est dans une chambre fermée, un laboratoire, où ils mettent le véhicule sur un banc à rouleau, avec une vitesse moyenne de 20 à 30 km/h, une température ambiante de 25 degrés, la vitesse maximale du véhicule utilisée lors du test c'est de 110 km/h, elle n'est pas influencée par le vent, il n'y a pas de côte non plus ressentie, l'utilisation de la clim n'est pas utilisée, donc vraiment loin des utilisations que peut avoir un client lambda lorsqu'il utilise son véhicule. Et du coup, c'est comme ça que les constructeurs ont pu vendre leur voiture sans être inquiétés. Pourquoi? Parce que vu qu'on était loin de la réalité de l'utilisation faite du véhicule pendant la procédure, les constructeurs, eux, à chaque fois, ils respectaient les rejets polluants maximales admises, et du coup, ils pouvaient vendre leur voiture aux clients. Bon, bien sûr, avec l'affaire Dieselgate, ça a foutu pas mal le désordre. Et du coup, notamment les médias, etc., ont fait pas mal de recherches et ont vu qu'effectivement, les procédures, elles étaient complètement erronées. Et depuis 2018, donc il y a une nouvelle procédure qui s'appelle la procédure WLTP. Donc là, c'est une procédure mondiale. Donc pareil dans le laboratoire avec le banc à rouleau, mais ça se rapproche plus des conditions réelles. Et en plus de ça, pour sévériser le contrôle, donc on ajoute la procédure WLTP avec le cycle RDE. Donc le cycle RDE, c'est Real Driving Emission. Donc en fait, on embarque une machine, donc ça s'appelle le PMS, dans le véhicule, donc on l'associe au véhicule et on va faire des tests routiers en réel avec des conditions qui se rapprochent le plus possible que peut avoir un utilisateur lambda. Allez, du coup, on va attaquer la dernière partie de ce podcast. Donc, depuis tout à l'heure, je parle des normes d'homologation qui obligent les constructeurs à respecter des rejets maximaux de polluants. Et bien justement, on va parler de ces différents polluants qui forcément sont rejetés par le moteur thermique et comment les constructeurs font pour diminuer le plus possible les émissions polluantes. Donc, il faut savoir qu'à la base, un moteur thermique, pour fonctionner, il a besoin d'air et de carburant. Donc, l'air qui est composé majoritairement d'oxygène, d'azote et d'eau, et le carburant, ce sont les hydrocarbures. Et si en théorie vous avez la combustion parfaite, vous ne rejetez uniquement du CO2 et de l'eau, donc qui n'a aucun impact sur l'environnement et sur l'être humain. Mais en réalité, bien sûr, il n'y a pas cette combustion parfaite. Vous avez ce qu'on appelle la combustion incomplète. Donc en plus de CO2 et de l'eau,
sorties d'échappement, vous avez aussi des monoxydes de carbone, donc le CO, des oxydes d'azote, le NOx, des hydrocarbures, les HC, des particules, donc les particules fines, et de l'oxyde de soufre. Quand on va parler de polluants, en fait, ce sont des éléments qui ont un effet néfaste aussi bien sur l'environnement que sur la santé humaine. Donc le CO, monoxyde de carbone, lui, il est mortel si on en respire à une certaine quantité. Les oxydes d'azote, les NOx, là ce sont des entraînements de troubles respiratoires, des toux et des maux de tête. Participent aussi à la formation de smog et la couche d'ozone. Les hydrocarbures contribuent à la formation d'ozone et certains seraient cancérigènes aussi. Les particules, donc particules fines, suspectées d'être cancérigènes. Et les oxydes de soufre, troubles respiratoires et participation à la formation de smog. Sachant que chaque constructeur était bien conscient que les normes d'homologation étaient peu représentatives de la réalité, et c'est pour ça qu'on va parler de scandale sanitaire et industriel, parce que quand on voit chaque polluant, l'impact qui ont effet sur la santé humaine, ça fait peur. Du coup, grâce à l'évolution technologique et à la sévérisation des normes européennes, les constructeurs forcément n'ont pas eu le choix que de mettre en place des systèmes adaptés pour éviter de rejeter ces polluants en trop grande quantité dans l'air. Donc pour traiter le CO, HC, NOx, les particules et le SO2, plusieurs dispositifs existent, et du coup on va voir ensemble, on va les répertorier ensemble. Allez, je vais vous citer les différents moyens utilisés par les constructeurs pour gérer les rejets polluants. Donc on va commencer par les éléments qui ne sont pas situés dans la ligne d'échappement. Donc tout d'abord le reniflard et le canister, c'est un des premiers éléments utilisés par les constructeurs, donc fin 80, début 90. Ensuite vous avez le GR haute pression et le GR, on va dire basse pression, et l'IGR qui est géré par le déphaseur de backup. Dans la ligne d'échappement, donc pareil, un des premiers éléments utilisés par les constructeurs, c'est bien sûr le catalyseur. Après, vous avez eu le NOx trap. Donc le NOx trap, lui, n'est plus utilisé. Il a été remplacé par le fameux SCR, le SCR, donc qui utilise l'AdBlue. Et bien sûr, le filtre à particules. Voilà, ce sont les éléments principaux utilisés par les constructeurs. Bien sûr, chacun de ces éléments ont besoin de capteurs, d'actionneurs. Dans le calculateur, vous avez des cartographies adaptées. Donc bien sûr, ça peut rajouter des pannes. Et de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, quand un véhicule rentre en atelier en lien avec une panne liée à l'injection, liée au moteur, allez, dans 80-90% des cas, c'est lié avec un système de dépollution. Et maintenant, votre rôle, ça va être de pouvoir identifier tous ces éléments, analyser chaque système pour comprendre leurs principes de fonctionnement, tous les capteurs et les actionneurs qui constituent chaque dispositif, etc. Donc merci à tous et à tous de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast.